Ah, ils sont sympas, les Américains. Ils adorent te montrer qu'il y a des choses qui existent aux États-Unis qu'il n'y a pas en France. Tu vois. Moi, quand j'étais étudiant là-bas pendant 1 an, j'avais un coloc, il me faisait « Tu vois ça ?» Et je dis « Ah oui, oui. » Il me dit « Ça, c'est un drone. C'est américain. Mais je crois que c'est pas sorti en France. » Du coup, je l'ai regardé, puis j'ai sorti ma carte vitale. Je lui ai dit « Ça s'appelle la Sécu. Ça te permet de te faire soigner gratuitement. Mais je crois que c'est pas sorti aux États-Unis. » La sécurité sociale, la carte vitale. Le monde entier nous l'envie. Les Américains, notamment. We have free dental, free healthcare. I literally just got a pap smear for free. And I have a dentist appointment. And I exam next week. Like what? Notre chère Sécu, Madame la Sécurité sociale, qu'est-ce qu'on l'aime et qu'est-ce qu'on y tient? Il y a un attachement à la sécurité sociale. On a beaucoup de chance. Je pense que plus que la chance, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie. Et cette idylle entre la Sécu et les Français ne date pas d'hier. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant. Je suis bien content que la sécurité sociale existe. Sans ça, je serais déjà mort. Je tire tout de même mon chapeau à la sécurité sociale. Elle a une place à part dans le cœur des Français. La sécurité sociale, elle est sacrée parce qu'elle est un héritage. La sécurité sociale, c'est un trésor national. Moi, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. La Sécu, la sécurité sociale, c'est le lien entre tous les Français. Et la France sans la sécurité sociale, c'est pas la même France. La sécurité sociale, c'est à la fois un héritage et un être vivant. Elle n'est pas fichée, elle bouge. On l'adore, notre Sécu. Mais est-ce qu'on se soucie vraiment de son sort? Sommes-nous conscients du danger qu'elle court? Un danger bien réel. La sécurité sociale, c'est un bien. On peut faire son petit éloge sur 80 années, mais c'est un système qui va mal. La Cour des comptes, c'est pas une institution qui a l'habitude de faire des hyperboles, d'abuser de ce genre de termes. Donc quand elle dit que c'est hors de contrôle, c'est un euphémisme. On dit toujours que le système de santé est l'un des meilleurs au monde. C'est encore vrai, mais nous ne sommes pas à l'abri à un moment donné d'un collapse, d'une chute complète. Et si la sécurité sociale elle-même est faible, je crains beaucoup pour la société française. Et si, pour comprendre le danger qui la guette, on remontait le fil de son histoire? Car son histoire, c'est notre histoire. C'est même la grande histoire. 1945. Après des années de guerre et de combat, la France est exsangue. Les pertes humaines sont considérables. La sécurité sociale a été créée en octobre 1945. Les textes ont été rédigés par un monsieur qui s'appelle Pierre Laroque, un haut fonctionnaire, qui a été missionné à l'époque par le ministre du Travail, Alexandre Parodi, un résistant. Tout ça se fait dans le contexte de la libération. Le gouvernement provisoire, à l'époque, décide directement à la fin de la guerre de mettre en place ce système de protection sociale qui rompt un peu avec ce qu'il y avait auparavant, avec l'ancien modèle, et qui vise à couvrir l'ensemble de la population et lui offrir une protection contre les principaux risques de la vie, la maladie, la vieillesse, le handicap, etc. Donc, Pierre Laroque est nommé directeur général des assurances sociales. La direction générale des assurances sociales, c'est une direction du ministère du Travail. Il est nommé avec une mission très claire, donc préparer un plan complet de sécurité sociale, ambitieux. Le troisième personnage clé, c'est Ambroise Croizat, ministre communiste qui prend le relais de Parodi à la fin de l'année 45 et qui donc lui s'attelle à la tâche de mettre en place les organismes de sécurité sociale conformément au système qui a été élaboré par Laroque. Mais le fait de dire que tout a commencé en 1945, c'est un grand mythe assez classique sur la sécurité sociale. Oui, contrairement aux idées reçues, la création de la sécurité sociale par l'ordonnance de 1945 est loin d'être le premier acte de la protection sociale française. La création de la sécurité sociale, ça s'inscrit dans un très long processus historique qui commence bien en amont, à partir du 18e, 19e siècle. Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le mouvement mutualiste. Dans une société qui n'a aucun secours face aux risques de la vie, on voit émerger des petits groupements qui s'appellent les sociétés de secours mutuels, dans les métiers d'artisans qualifiés, les métiers urbains, qui vont se protéger.
Ces mouvements-là ne sont pas nés de rien. Ils étaient déjà les héritiers de mouvements beaucoup plus anciens, les corporations médiévales, qui créaient des caisses de secours déjà. Donc les mutuelles ont précédé la sécurité sociale. On peut même dire qu'elles ont inventé la protection sociale. Finalement, ce sont elles qui ont inspiré le système de 1945. Donc, au XIXe siècle et au début du XXe, on s'organisait entre corporations, entre métiers, pour se prémunir des risques de la vie. Mais des dates, des étapes, des événements vont marquer des tournants dans l'histoire de la protection sociale. L'année 1918 est importante parce que le contexte général, c'est celui donc de la fin de la guerre, avec son héritage terrible sur la population française, pratiquement 1,5 million de morts, autant de blessés et d'invalides. Donc la France sort de la guerre avec d'énormes besoins sociaux à satisfaire. Il y a aussi le retour de l'Alsace-Moselle dans la mère patrie. Or, cette Alsace-Moselle, elle dispose depuis 1883 de la législation sociale du Reich bismarckien qui est plus avancée que la législation sociale française. Donc avant la sécurité sociale, on a déjà un système de protection sociale qui a été créé par 2 lois en 1928 et 1930. Ce sont les assurances sociales qui créent déjà un système de protection contre la maladie, contre la vieillesse, la maternité, etc. Alors c'est un système qui était très imparfait, qui ne couvrait pas toute la population. Il y avait beaucoup d'exclusions, notamment les fonctionnaires ou les cadres ou les professions libérales. Mais il existait déjà. 1939-1945, Deuxième Guerre mondiale. Elle marque une rupture, un tournant. Il n'est plus question d'initiative nationale concernant la protection sociale. En tout cas, pas tout de suite. Il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part, Paris et brûle la flamme de la résistance de la terre. À la libération de la France, l'atmosphère dans le pays est très particulière. Le pays sort de 5 ans presque de guerre et d'occupation, marqué par la collaboration. Donc il y a une atmosphère de table rase. Les institutions de la Troisième République ont été emportées. Il n'y a plus ni Assemblée nationale, ni Sénat. Donc les circonstances sont tout à fait particulières. Elles sont malgré tout favorables parce que, justement, l'effacement des institutions facilite l'adoption de réformes importantes. Beaucoup d'obstacles ont été levés. Et donc cela va faciliter l'adoption de réformes très ambitieuses dans un laps de temps finalement assez court. C'est un contexte politique qui est unique dans notre histoire. Il y a une unanimité qui se fait entre tous les partis politiques. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette adoption est aussi facilitée par le fait que la plupart des opposants à une législation ambitieuse se sont effacés. Tout simplement parce que la guerre les a mis dans une position délicate ou les a carrément marginalisés. On décide de se mettre d'accord sur les grands axes d'un programme qui a été élaboré pendant la guerre, le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Et donc, finalement, les forces politiques qui, en 1944-1945, comptent, ce sont celles qui sont issues de la résistance et elles sont toutes favorables à la réforme, au moins dans ces grandes lignes. C'est peut-être aussi cela qui fait la force de notre sécurité sociale et l'attachement qu'on lui porte. Elle est issue d'un moment, sinon de consensus absolu, au moins de relatif accord entre les partis, et d'une urgence à avancer sur la question de la protection sociale. Une réussite très convoité d'ailleurs. La sécurité sociale, c'est un projet politique. Donc il y a parfois tendance à récupérer le projet en disant que c'est Ambroise Croizat tout seul parce que c'est le communiste qui l'aurait tout créé. Je pense que c'est faux. Le Parti communiste a construit une sorte de contre-histoire de la sécurité sociale dans laquelle Ambroise Croizat voyait son rôle magnifié et devenait le père de la sécurité sociale, comme si c'était en fait lui qui était à l'origine des choix fondateurs, ce qui n'est absolument pas le cas. Ambroise Croizat a été nommé ministre du Travail le 21 novembre 1945, après la publication de l'ordonnance fondatrice du 4 octobre 1945. Donc Ambroise Croizat n'a joué aucun rôle dans la préparation de cette ordonnance, mais il fallait la faire advenir. Il fallait la mettre en action, la mettre en œuvre. Donc à ce moment-là, c'est Ambroise Croizat qui a succédé à Alexandre Parodi. Et il va peser de tout son poids en tant que ministre du Travail
pour que les décisions prises puissent entrer dans les faits. Et voilà, nouveau mythe autour de la sécurité sociale. Nouvelle légende. Imposture même. Là où il y a imposture, c'est quand on en fait le père de la sécurité sociale et quand on veut lui attribuer la paternité des ordonnances. Et une vraie imposture, puisque, par exemple, Ambroise Croizat, qui est mort prématurément en 1951, a été enterré en grande pompe au Père-Lachaise, où se trouvent enterrés la plupart des leaders du mouvement ouvrier français. Et on a fait graver sur sa pierre tombale qu'il avait été ministre du Travail d'octobre 1945 à mai 1947. Ce qui est faux, puisqu'il a été nommé, encore une fois, que le 21 novembre 1945. Pourquoi cette erreur qui n'en est pas une? Tout simplement parce que c'était une manière d'accréditer finalement l'idée que Ambroise Croizat était le père de l'ordonnance d'octobre, ce qui n'est pas le cas. Et donc pendant cette période, en gros, automne 1944, fin du printemps, début de l'été 1945, le ministère du Travail prépare cette ordonnance. Le projet d'ordonnance est notamment discuté à l'Assemblée consultative provisoire. Cette structure consultative a d'abord fonctionné à Alger. Puis, à la Libération, elle s'est installée au Palais du Luxembourg, laissée dans un piteux état par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. C'est le rapport de cette Assemblée consultative provisoire qui va être un élément clé dans le processus d'adoption des ordonnances de la sécurité sociale. Ce qui frappe, c'est la précision et la concision de ce rapport, puisque finalement, en une dizaine de pages seulement, sont esquissées les grandes lignes du système de protection sociale, en fait, qui nous couvre tous depuis près de 80 ans maintenant. Ensuite, il y a une discussion en séance publique, et vous avez le résultat final du vote, qui est d'ailleurs en fait sans appel, puisque le rapport de Georges Buisson a été adopté à l'unanimité, moins une voix. C'est dire si le sujet faisait consensus. Étonnamment, le sujet ne fait pas la une des journaux. L'actualité du moment est tout autre. Il y a le procès du maréchal Pétain et celui de Pierre Laval qui s'annonce. Le texte des ordonnances de 1945 sur la sécurité sociale passe presque inaperçu. Nos compatriotes de l'époque étaient, et c'est bien normal, en fait, focalisés sur les sujets, en fait, sur l'urgence de la reconstruction, sur les conséquences de la libération. On découvre en lisant la presse de l'époque que le sujet est finalement traité de façon relativement marginale. C'est-à-dire qu'en fait, il est traité en page 3 de l'édition du Monde, en une vingtaine de lignes uniquement. Les journalistes ne semblent pas saisir la révolution copernicienne que représente la sécurité sociale. Personne ne se rend vraiment compte de ce qui vient d'être créé. Et pourtant, ça y est, la sécurité sociale est née. Les autorités rendent officiellement la médecine accessible à tous. Monsieur René Artaud, ministre de la Santé publique, vous parle. Après cette guerre de 6 ans et notre victoire si chèrement payée, le but essentiel de mon ministère est de restaurer la santé de la nation française, d'enrayer les progrès de la tuberculose, notamment parmi les rapatriés d'Allemagne, de mettre un terme à la mortalité infantile et aux grands fléaux sociaux. Il faudra quelques années aux Français pour comprendre la valeur de la sécurité sociale. Une fois qu'ils l'auront comprise, ils ne pourront plus s'en passer. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant. Je suis bien content que la sécurité sociale existe. Sans ça, je serais déjà mort. Pour la sécurité sociale, ce serait une catastrophe. Je tire tout de même mon chapeau à la sécurité sociale. Très aimée et très coûteuse. La Sécu va très vite faire l'objet de réformes. Fin du consensus. Dès le début des années 50, on constate que toute une partie de forces politiques et également sociales sont revenues un petit peu dans le jeu politique avec l'effacement de l'unanimisme et du consensus de la libération. La sécurité sociale, c'est un organisme où il faut payer beaucoup de cotisations, où on est remboursé qu'à 80% des frais, ce que je trouve est très injuste. C'est une chose à la sécurité sociale que quand on va voir un médecin, de toute façon, si on a de l'argent, on vous soigne. Si vous allez au pharmacien, on vous donne le médicament. Si vous n'en avez pas, on vous les refuse. Par conséquent, l'organisation actuelle ne vous donne pas satisfaction. Non, monsieur. Parce qu'il faut payer trop par rapport à ce qu'on nous rembourse. La sécurité sociale, vous savez, c'est politique.
Aujourd'hui, c'est toujours politique, la sécurité sociale. La sécurité sociale s'adapte à l'évolution des familles, s'adapte au vieillissement, s'adapte au progrès technologique, au progrès médical en particulier. Donc, depuis 1945, les responsables politiques observent ou conduisent des réformes permanentes. C'est la réforme Jeanneney, la première grande entorse au principe de 45 et vraiment au programme initial, aux vœux des résistants, au programme du CNR. Et si on remarque bien, 67, on est bien avant la crise économique. Mais déjà, à l'époque, on a l'idée que la sécurité sociale coûte très cher, coûte trop cher, et qu'il faut la réformer. Le gouvernement et moi-même, nous aurions bien préféré pouvoir ne rien changer. Seulement, le fait est là. Cette année, 3 milliards de nouveaux francs de déficit. L'année prochaine, si on n'avait rien changé, 4 milliards, et ainsi de suite. Et bientôt, la sécurité sociale, cette institution si importante pour tous, aurait été ruinée. Alors qu'est-ce que va faire Jeanneney? Il va exploser la caisse de sécurité sociale qui au départ avait été constituée comme unique. On avait une caisse unique de sécurité sociale pour tous les risques. On considère qu'il faut cloisonner les risques pour éviter des surcoûts. On sépare les branches. Donc la réforme Jeanneney, elle est vraiment fondamentale. C'est le premier élément qui nous conduit vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Le fonctionnement de la sécurité sociale se complique et son financement commence à perdre un peu les Français. Vous savez comment fonctionne cette sécurité sociale? Le fonctionnement de la sécurité sociale, non, pas très bien, voyez-vous. Non, parce que c'est extrêmement complexe et j'évite d'avoir recours à eux parce que je préfère rester en bonne santé. Vous savez, pour moi la sécurité sociale, c'est un peu un organisme comme le gouvernement. On n'en sait rien. Non. Intellectuellement, non, peut-être. Merci madame. Mais financièrement, oui. Je suis étudiante en commerce, j'ai fait des études là-dessus. Il y a 3 ans de ça, mais je ne m'en souviens plus. Je ne suis pas suffisamment au courant du dérouage de la sécurité sociale. Je le regrette la première, mais il est très difficile pour une femme d'être au courant de toutes les choses. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait comment se finance la sécurité sociale? Alors, je sais tout le monde. Avec les impôts? Oui, normalement, oui, c'est les impôts. Oui, tu as les impôts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avoue, ça, je sais pas trop. Ouais, moi non plus. Je sais pas réellement, ouais. Non, pas la mairie. La mairie, non, je ne pense pas. Non, je pense que c'est tout le monde qui finance avec nos impôts. Oui, voilà. Oui. Tentons d'y voir plus clair. Qu'est-ce que la sécurité sociale? C'est une institution de protection sociale qui couvre principalement 5 risques sociaux. C'est l'assurance maladie, c'est les systèmes de retraite, c'est la politique familiale, c'est également les accidents du travail, et puis c'est enfin l'autonomie. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et des problèmes des personnes handicapées. Voilà. Vous savez tout. Le système, quand il a été pensé au début, était très simple. On cotisait sur les salaires, une partie du salaire, pour alimenter ce système de protection sociale. Et on avait nos pensions de retraite ou bien nos remboursements d'assurance maladie qui étaient couverts par ce pactole de cotisations. Progressivement, ces cotisations se sont avérées insuffisantes, d'abord parce que beaucoup de gens étaient au chômage, puis on s'est rendu compte que les retraités ne participaient pas du tout aux frais, et donc on a au fur et à mesure rajouté des tuyaux de financement. La CSG, par exemple. Je vous le disais en titre, ce Conseil des ministres a adopté la contribution sociale généralisée. Cette CSG vise, je vous le rappelle, à instaurer un prélèvement de 1,1% sur tous les revenus, y compris ceux du capital. Et en réalité, maintenant, quand on regarde le système, il y a des tuyaux dans tous les sens. Cela ressemble à peu près aux machineries d'un sous-marin nucléaire. Que les Français comme vous et moi n'y comprennent pas grand-chose, après tout, ce n'est pas dramatique. À condition que les décideurs, législateurs et autres acteurs du secteur s'y retrouvent. Aujourd'hui, ce qui me frappe et qui m'effraie vraiment, alors même que la sécurité sociale est un trésor national qu'il faut absolument préserver, c'est que c'est devenu quelque chose de tellement complexe,
une affaire quand même de spécialistes. Pour comprendre aujourd'hui toute la tuyauterie du financement de la sécurité sociale, il faut être un expert et maintenir ses compétences à jour. Et même chez les politiques, il y a une ignorance du système que je trouve effrayante. Est-ce qu'il y a des cours sur la sécurité sociale à l'école? Non. Or, ça devrait être le premier acte. Comme on apprend les lois de la République, les institutions, on doit apprendre ce qu'est la sécurité sociale. C'est-à-dire comment elle fonctionne, comment elle est financée, et qu'est-ce qu'on peut obtenir d'elle, et ce qu'on ne doit pas forcément solliciter d'elle. Un fonctionnement et un financement auquel on ne comprend pas grand-chose. Pourtant, on a tous entendu parler du trou de la Sécu. Des décennies que l'expression est entrée dans le débat public, et même dans le langage courant. Le trou de la Sécu, c'est pas si vieux que ça, puisqu'en fait, pendant longtemps, la sécurité sociale a marché à l'équilibre. Et c'est que récemment, finalement, depuis en gros les années 2000-90, qu'on a commencé à voir apparaître des déficits sociaux. C'est la branche vieillesse qui est la plus coûteuse, en tout cas celle où les montants sont les plus élevés, autour de plus de 300 milliards d'euros annuels, suivi de près par la branche santé-maladie, qui est aussi autour de 300 milliards. Et en fait, quand on prend les deux, vieillesse et santé, c'est 70% de la sécurité sociale. On a tellement parlé du trou de la sécurité sociale depuis des années, comme on parle du déficit de l'État, et qu'à force de crier au loup, les Français ont du mal à savoir où est la vérité. Le trou de la Sécu, c'est devenu presque un mantra dans le débat politique, mais aucun responsable politique aujourd'hui, dans le champ de la gauche à la droite de la droite et à l'extrême droite, ne dit on va arrêter la sécurité sociale et on va basculer sur un autre système. Personne ne dit ça. Et le premier qui dirait ça aux Français, on va arrêter la sécurité sociale, il peut lui arrêter sa carrière politique. Toucher à la sécurité sociale, il faut le faire avec des pincettes en France. On a très peur de toucher à des populations particulières, à des populations vulnérables, ou bien au contraire de réduire des remboursements d'actes et de soins qui vont mettre à mal une profession de santé. C'est compliqué de toucher à la Sécu parce que c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. On peut comprendre pourquoi. Ça a presque valeur de mythe, de religion en France. La Sécu, c'est sacré, mais il ne faut pas non plus trop la sacraliser en pensant qu'elle est immuable et qu'elle est éternelle. Il faut du courage politique pour réformer la sécurité sociale. Si on montre suffisamment de courage en résistant aux oppositions que ça ne manque pas de susciter, on a aussi beaucoup à perdre. Et beaucoup d'hommes politiques y ont laissé des plumes et une partie de leur carrière. On peut citer par exemple Alain Juppé. Si le sens des responsabilités, la primauté de l'intérêt général, la volonté de partage et de solidarité l'emportent, nous allons réussir ce qu'on n'a pas osé entreprendre depuis 30 ans. Alain Juppé, l'auteur du plan qui mettra dans la rue des millions de Français, contribuant ainsi à l'impopularité de Jacques Chirac et à sa défaite 2 ans plus tard dans les urnes en 1997. Scrutin qui allait inaugurer la 2e cohabitation et le retour au pouvoir des socialistes dirigés par Lionel Jospin. Le vrai sujet de la réforme Juppé, vous rappelez-vous, tous les parlementaires se lèvent, formidable, génial. C'est que, au final, c'est pas le cœur de la sécurité sociale qui a posé problème. Comme bien souvent dans les réformes, c'est les retraites de la fonction publique, des régimes spéciaux, qui a été, je dirais, le grain de sable qui a tout bloqué. À l'époque, les comptes de la Sécu affichent un déficit de 60 milliards de francs. Juppé a pour objectif de dégager un excédent de 12 milliards en 1997. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des économies. Alain Juppé veut rénover le système, mettre en place la sécurité sociale du XXIe siècle. Son plan passe mal. On paye déjà assez comme ça, je pense, moi. Moi, personnellement, je suis retraité à ce moment, en pré-retraite. Et ça me coûterait extrêmement cher. Ah ben qu'ils arrêtent tout, tant qu'à faire. Plus de sécurité sociale en France. Au moins, on sait où on en est. Il y a peu de trous. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? C'est toujours les petits qui me payent. Ce qui est intéressant avec Juppé en 95 quand même, c'est que c'était une tentative de réformer avant d'être au pied du mur. Il y avait quand même une forme de projection, d'avertissement, et donc quelque chose qui est devenu assez rare en politique, qui est de se dire qu'il fallait mettre à plat le système dès 95
pour lui permettre de faire face aux grands défis qui arrivaient. Bon, ça s'est fracassé sur des grèves. Chez les manifestants, beaucoup de détermination. Ce sont des milliers de salariés, de fonctionnaires, de retraités et même d'étudiants qui sont descendus dans la rue. Peut-être que ça a été mal expliqué, peut-être que ça a été fait un peu trop rapidement dès l'arrivée au pouvoir, ce qui était un peu le pari d'ailleurs de Juppé et Chirac, de profiter de l'été pour faire ça. Ils ont fait face à des contestations massives et donc ils ont fait marche arrière. Je pense que sur la réforme Juppé, ça a été avant tout une question de méthode. Et les méthodes sur les réformes, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Le gouvernement cède sur la partie retraite du plan, mais il instaure par ordonnance les mesures visant à réduire le déficit de la sécurité sociale. Juppé a osé toucher à Madame la Sécurité sociale, au totem sacré. Les mécontentements, les grèves et les manifs vont pourtant occulter un autre volet du plan, sa loi constitutionnelle adoptée le 22 février 1996, qui va créer ce qu'on connaît aujourd'hui sous l'acronyme barbare de PLFSS. Le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive tous les ans au Parlement, en même temps que le débat sur le budget de l'État. C'est une réforme qui a été introduite dans notre Constitution au moment des réformes Juppé. C'est une nouveauté, c'est-à-dire que face à l'accroissement des dépenses de santé, Alain Juppé décide que le Parlement doit s'en mêler. Jusque-là, la sécurité sociale dépensait, on payait, et puis voilà, année après année, on regardait les choses évoluer. Je pense que c'est un progrès majeur, même s'il y a des faiblesses. Le progrès majeur, c'est que la sécurité sociale étant notre affaire à tous, et même si elle n'est pas que l'affaire de l'État, ses financements méritent un débat démocratique annuel et visible. Donc ça a été une grande réforme, puisque le Parlement s'est mis à voter un pourcentage d'évolution annuelle, mais dans le même temps, il s'est déconnecté des réalités. Vous pouvez toujours décréter qu'on doit augmenter que de 2 ou 3% la dépense de santé. Si dans le même temps, la population vieillit, il y a plus de maladies chroniques, il y a plus de pertes d'autonomie, il y a plus d'innovation aussi dans les traitements qui coûtent cher, eh bien la dépense, elle augmentera plus. Et donc, vous votez un plus 2% quand tendanciellement, la dépense, elle augmente de plus 4 chaque année. Et donc, cette réforme, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a quasiment échoué. Réformer en profondeur la sécurité sociale. Tâche décidément difficile, à laquelle, moins de 10 ans plus tard, s'attellent pourtant le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, et le secrétaire d'État à l'assurance maladie, Xavier Bertrand. C'est une réforme à laquelle personne ne croit. Personne ne croit, on pense que ce sera impossible de réformer. Il faut dire que le déficit cumulé est proche de 49 milliards d'euros. Et le trou de l'assurance maladie s'élève à lui seul à 13 milliards. La Cour des comptes s'alarme à l'époque de ce qu'elle appelle la plus forte dégradation financière de l'histoire de la sécurité sociale. On réussit à le faire avec Philippe Douste-Blazy. On s'assure clairement du concours des professionnels de santé. On demande beaucoup d'efforts aussi pour changer les comportements. C'est l'époque où est mis en place le médecin traitant, le 1 euro. Il faudra s'y faire. Les 20 euros d'une visite chez le généraliste ne seront plus remboursés que 19. 1 euro de contribution à la charge du patient par consultation et par acte médical. Si ça peut servir à combler le déficit, c'est une bonne chose, mais bon, 1 euro, est-ce que ça va être significatif? Est-ce que ça va être utilisé à bon escient? Ça, on ne sait pas. Ça ne vous dérange pas de mettre 1 euro de votre poche? Non, pas du tout. Je pense que c'est pas normal, quoi. Après, ils vont nous prendre 1 euro, 1 euro, 1 euro, et après, ils ne rembourseront plus rien. Le forfait à 1 euro, le médecin traitant qui doit être consulté avant le spécialiste, plus de contrôle sur les arrêts de travail, et puis des vagues de déremboursement de médicaments. Je suis tout jeune ministre de la Santé, plein de dossiers, je prends la suite de Philippe Douste-Blazy, et on me dit, il y a une vague de déremboursement. Il y a une vague de déremboursement, voilà la vague, on a tout regardé, tout est bon. Signez ici. Je signe, je regarde un peu, mais je signe, je me fie à mes conseillers, je me fie à l'administration. Je me prends une volée de bois vert,
Moi, je ne veux pas payer. Non, non. Non, non, c'est pas normal. Il y a des personnes âgées ou même des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir... donc ces médicaments, je ne vois pas pourquoi on ne les rembourserait pas. Et je me dis, j'ai dû faire une connerie dans les décisions. Quelques mois après, arrive une nouvelle vague de déremboursement. Okay. Pour commencer donc cette nouvelle série de déremboursements, comme on dit, le gouvernement accélère l'allure pour limiter le trou de la Sécu. Deuxième vague en quelques mois. Elle concernerait cette fois plus de 400 médicaments. Je rentre chez moi à Saint-Quentin. J'appelle mon médecin généraliste à moi, mon pharmacien à moi. Je leur dis, je vais vous passer confidentiellement la liste de ce que je dois annoncer mercredi prochain. Et vous allez me dire là-dedans s'il y a des bugs, s'il y a des conneries ou pas. Fin de journée, ils n'ont pas attendu longtemps, ils me disent tu peux venir, je vais t'expliquer. Mon médecin généraliste, il me dit écoute, ça tu vois dans la liste là, tu vas le dérembourser, tu as raison, il faut savoir qu'on ne le prescrit plus aujourd'hui. Bon d'accord, non, on ne prescrit plus du tout, très bien. Ça par contre, tu veux le dérembourser, ok, il n'y a plus de solution derrière. Depuis septembre, 82 médicaments ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Et d'ici quelques mois, ce sont plus de 400 nouveaux produits qui devraient venir s'ajouter à la liste. Objectif, combler le déficit de l'assurance maladie. Ça montrait quoi? C'est qu'à Bercy, on a des économies sur le papier et à l'arrivée, vous n'avez pas les économies. Parce qu'on n'a pas demandé à ceux qui sont sur le terrain comment ça va se passer. On a conduit cette réforme jusqu'au bout et elle a produit beaucoup plus d'effets que prévu. Je vous dis, on est en 2025, on est toujours grosso modo sur les bases de cette réforme de 2004. Responsabiliser le patient, changer ses habitudes de soins, l'empêcher de multiplier les consultations sans raison médicale valable, avions-nous pris de mauvaises habitudes? Serions-nous devenus des consommateurs de soins? Il y a sûrement dans la société française l'idée que j'y ai droit. Et parce que j'y ai droit, je ne dois pas juger l'ampleur de la dépense que je fais consentir à un système, la sécurité sociale. Avec le temps, on a laissé entendre qu'on pouvait accéder à toujours plus de soins, toujours plus d'innovation, toujours plus de couverture sociale. Et petit à petit, les Français se sont emparés de ces droits, et c'est normal, sans réaliser à quel point l'effort collectif de financement de ces droits nouveaux et de ces innovations était considérable. La généralisation du tiers payant, qui est une très bonne chose, parce que ça permet d'accéder aux soins sans avoir besoin d'avancer les dépenses de santé, a abouti au fait qu'on a perdu la perception de combien coûte la santé. Combien coûte un séjour hospitalier, un acte d'imagerie, un IRM ou un scanner, de la biologie. Et les patients, qu'en pensent-ils ? Quand j'entends les patients parler, ils disent que normalement, si c'est prescrit par le médecin, donc c'est censé être gratuit, c'est pas de leur faute s'ils sont tombés malades. Je pense que les gens ne se rendent pas compte en particulier du coût de la santé. C'est un peu le revers de la médaille, c'est que cette impression de gratuité qu'ont les gens dans l'accès aux soins grâce à la sécurité sociale leur fait perdre de vue le vrai coût de la santé en France. Notre médecin traitant nous prescrit des médicaments. Il ne sait pas ce qu'on a exactement dans notre boîte à pharmacie. Et oui, on a aussi une part de responsabilité. Du coup, moi, je fais attention. Enfin, je m'efforce de faire attention, mais parfois, ça m'échappe. Je ne dirais pas que la santé est gratuite. C'est vraiment quand on ignore tout le fonctionnement du système qu'on va s'aventurer à ce genre de déclaration. Donc au niveau des quantités, je vous mets moins ou plus? Là, je me suis basé sur la quantité. Je suis opéré que dans, a priori, 2 mois et demi. Donc, ok. Et voilà, très bien. Vous voulez un petit sac avec? C'est un droit qui est acquis pour les patients. Et justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose à payer, il y a un questionnement. Voilà, on est beaucoup plus dans une logique inverse. Donc tout ce qui est gratuit est normal. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et tout ce qui est à payer, ben voilà, il y a un questionnement. Alors, j'ai l'original, hein. Ça coûte un peu plus cher. Alors, voilà, soit je vous commande le générique, qui coûte 5 € moins cher. Ça fait combien en tout? Là, ça fait 12,47 €. 12,47 €. C'est bon? Ok. Alors. Voilà, merci, hein. Bonne journée. Hein. Au revoir. On entend souvent dire la Sécu c'est gratuit. Rien n'est gratuit.
et encore moins la Sécu. Il y a des gens qui payent derrière, il y a une dette qui s'accumule aussi, donc ça a un coût. On ne le voit pas directement, mais ça a un coût. C'est vrai qu'il y a une impression de gratuité qui peut conduire d'ailleurs, sans que ce soit frauduleux, à des comportements très discutables de nomadisme médical, de surconsommation médicamenteuse. Donc oui, comme le disent les économistes libéraux, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est pareil pour la sécurité sociale. Il y a toujours quelqu'un qui paye, et ce quelqu'un, c'est nous tous. Ce message, il nous a été régulièrement adressé à nous, patients, lors de grandes campagnes d'information. Souvenez-vous, en 1991. Il y a eu même un petit clip. Il y avait un petit clip sous forme de quasi-rap et on voyait des gens qui dansaient, qui disaient « La Sécu, c'est bien, on abusait, ça craint ». Voilà, je vous le fais en direct ou presque. La Sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La Sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Je pense que ce serait pédagogique, c'est-à-dire de bien montrer que la gratuité peut avoir effectivement un sens, mais que rien n'est gratuit pour l'État et pour la sécurité sociale. Donc je pense que cette éducation à ce qu'est une dépense, un prélèvement, une contribution, et c'est tout à fait souhaitable pour conforter la sécurité sociale, parce que sinon, c'est Madame la sécurité sociale. On lui demande tout. Et quelquefois, quand elle se réveille et qu'elle exige des contrôles, on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas aussi généreuse qu'elle en a l'air. Aucun d'entre nous ne pense vraiment qu'il abuse du système. Et donc, quand les gens pensent qu'ils ont droit à quelque chose, ils n'ont jamais l'impression qu'ils en abusent. Par contre, il convient, je pense, de sanctionner ceux qui réellement utilisent la sécurité sociale, comme on irait au supermarché. Les abus, la fraude, celle au paiement des cotisations sociales, par exemple. Comprenez le travail dissimulé. Ou bien se faire prescrire et rembourser des médicaments pas vraiment utiles ou pas vraiment urgents, simplement pour se constituer une réserve. Demander de faux certificats médicaux ou des arrêts de travail de complaisance. Tout cela commence à fâcher. Il est impératif de lutter contre la fraude, mais vraiment. Parce que une fraude qui est estimée à 13 milliards et on identifie, je crois, 2,5 milliards, les 10 milliards de gap, là, ils ne sont pas possibles. Donc, il faut vraiment, la fraude, c'est en haut de la pile. Mais au-delà de la fraude, des abus. On voit aujourd'hui, avec l'explosion des arrêts de travail, qu'il y a un petit souci. Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à délivrer les arrêts de travail de la même façon, ou est-ce qu'on doit réfléchir à la façon dont les médecins conseils devraient pouvoir davantage délivrer sur proposition du médecin traitant? Ça, c'est pour les assurés sociaux. Mais il y a une fraude que l'on connaît moins. C'est celle des professionnels de santé. Ceux qui facturent des soins médicaux qu'ils n'ont pas réalisés, ou des soins faussement majorés, considérant peut-être qu'ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs efforts et de leur travail. Les dérives financières actuelles, ce ne sont massivement pas celles des Français qui consomment du soin. C'est pas exact. La fraude, c'est à 80% la fraude des professionnels de santé. Désolé de le dire, mais l'assurance maladie l'explique dans tous ses rapports. Ce ne sont pas les Français qui, massivement, fraudent la sécurité sociale et mettent en péril ce système. Non. Alors je pense que la lutte contre la fraude, la lutte contre les abus, la lutte contre les détournements doit être menée, parce que c'est lorsque justement la fraude s'installe que le système dans son ensemble peut être contesté, pas simplement par les pertes financières qu'il aurait à subir, mais parce qu'il y a l'idée qu'il y a des profiteurs. Et il ne doit pas y avoir de profiteurs, il doit y avoir que des assurés sociaux. Dans la série des sujets qui fâchent sur la sécurité sociale, il y a aussi l'AME, l'aide médicale d'État. C'est l'accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière. C'est combien l'aide médicale d'État? C'est 1 milliard de dépenses à peu près chaque année, entre 1 milliard et 1,2 milliard chaque année, à rapprocher des 320 milliards de dépenses d'assurance maladie. C'est-à-dire c'est 0,3% de la dépense totale.
Je pense que c'est notre intérêt commun, c'est notre intérêt en tant qu'humain de continuer à préserver ces moyens pour pouvoir protéger l'ensemble de la population. Je ne connais pas un médecin qui refusera de soigner quelqu'un aux situations régulières ou irrégulières. C'est la France et c'est aussi le serment d'Hippocrate. Le seul sujet, c'est est-ce que nous ne devons pas mieux organiser et réguler ce système? Je pense que oui. Et l'aide médicale d'État doit être avant tout centrée sur les besoins urgents. Mais tous ceux qui nous font des grands débats, il faut supprimer du jour au lendemain l'aide médicale d'État, devraient plutôt voir que notre problème, c'est que nous avons sur notre territoire des personnes en situation illégale qui restent très longtemps sur le territoire, trop longtemps sur le territoire, et qu'en attendant, vous devez réserver cette gratuité des soins sur les soins les plus urgents, en prenant en charge également les frais pour les enfants, sans restriction et sans réserve. Il y a un autre acteur dans notre modèle de protection sociale, un acteur majeur, plus ancien que la Sécu, et qui nous accompagne aussi dans chacun de nos actes de soins ou nos achats de médicaments. Les mutuelles sont les grands-parents de la sécurité sociale. Les mutuelles, c'est une très belle idée. Les mutuelles, c'est très ancien. Et notre système marche sur deux pattes, en fait, sur deux branches, hein, la branche obligatoire et la branche complémentaire. À la carte vitale, c'est donc ajouter une autre carte, devenue presque tout aussi indispensable, celle de notre mutuelle. Est-ce que vous avez une mutuelle? Vous avez le petit papier. Est-ce que vous avez la complémentaire de cette année, 2025? Vous avez la petite attestation. Donc la mutuelle est enregistrée. Et par contre, je vais prendre un numéro de téléphone. Si jamais on a un problème de remboursement, on vous appellera. D'accord? Il faut dire que depuis 2016, et la réforme voulue par François Hollande, la mutuelle d'entreprise est obligatoire. Donc ce que j'ai voulu avec Marisol Touraine, c'est que toute personne qui travaille puisse avoir une complémentaire santé financée pour partie par l'employeur. C'est le prolongement de la sécurité sociale par un organisme qui n'est pas de la sécurité sociale, les complémentaires. Des complémentaires que nous appelons tous, par abus de langage, des mutuelles, et qui n'ont pas toujours une image aussi glorieuse que notre chère sécurité sociale. La plupart des mutuelles, je pense que c'est très cher. La plupart. C'est mon opinion personnelle. Hein. Mais en même temps, ça aide. Je pense que ça aide beaucoup. Demain, si maintenant il fallait payer vos soins, ça vous embêterait? Ah oui, parce que déjà, on nous oblige à prendre une mutuelle, même si on est en ALD à 100%, on est obligé d'avoir une mutuelle pour les prestations, les posologies qui sont en dehors de l'ALD. Pas que pour les médicaments, si vous êtes hospitalisé, vous êtes obligé d'avoir une mutuelle pour faire payer le forfait hospitalier. Pour les dépassements d'honoraires, donc comment fait-on? Aujourd'hui, il y a quand même une image de marque qui est assez négative hein, pour les mutuelles qui sont associées à des groupes lucratifs, financiers, alors que pas du tout. Hein, la mutualité, dès le départ, très vite en tout cas, s'affirme comme l'allié indispensable du régime obligatoire. Pour une bonne cause, hein, c'est que les soins soient le plus diffusés possible, enfin, qu'on puisse tous bénéficier d'un maximum de remboursement. Donc cette image de marque est tronquée aujourd'hui et on a tendance à ne plus savoir qui est qui, hein, entre compagnie d'assurance et mutuelle. Je pense que si je demande dans cette salle qui a une mutuelle, qui a une assurance, quel complémentaire santé vous avez, je pense qu'il y aura beaucoup de doutes sur les réponses. La mutualité, elle a porté des innovations sociales d'ailleurs. Le tiers payant, par exemple, qui maintenant est entré, est courant. On va avec sa carte vitale chez le médecin, on ne paye plus, il y a le tiers payant chez le pharmacien. C'est les mutuelles qui l'ont mis en place. C'est elles qui ont créé aussi les premiers centres de santé, permettant à tout le monde de venir se soigner sans dépassement d'honoraires et avec un système de tiers payant, donc moins d'argent ou pas d'argent à avancer. Donc les mutuelles, c'est un acteur historique engagé sur les questions de solidarité. Mais c'est un système qui n'a plus aucune liberté. Le système mutualiste, je pense, est dans une forme d'impasse aujourd'hui parce qu'il cherche chacun à se diversifier pour montrer la différence entre telle mutuelle ou telle autre. Et le système d'assurance maladie les contraint tellement que pour se diversifier, ils se mettent à rembourser des soins
qui n'ont jamais été évaluées comme efficaces. Je pense qu'il faut remettre ce système à plat, redonner un peu de pouvoir aux mutuelles dans ce qu'elles remboursent ou pas par rapport à l'assurance maladie, un peu de liberté. La difficulté, c'est que, à part nous, il y a peu de monde actuellement qui explique à nos concitoyens ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en 20 ans, les dépenses de santé ont plus que doublé dans notre pays. Qu'on est sur une évolution ces dernières années de 4,5 à 5% par an des dépenses de santé, que l'assurance maladie a transféré progressivement des dépenses vers les complémentaires santé, et donc comme il faut absolument pouvoir être à l'équilibre, c'est-à-dire pouvoir financer les prestations à verser avec les cotisations encaissées de la même année, eh bien on a l'obligation d'ajuster les cotisations à cette évolution. Mutuelle, complémentaire santé, assurance à but lucratif ou non lucratif. La confusion est totale pour les Français. Et ce flou est un sujet soulevé lors de chaque congrès de la mutualité. Les gens ne comprennent pas le système de santé. Parce qu'effectivement, les gens y voient qu'une chose, ils payent de plus en plus cher, ils n'ont pas forcément l'impression d'être mieux remboursés, et donc ça génère de l'incompréhension. Car depuis 25 ans, contraintes par des règles européennes qui ne reconnaissent pas la spécificité du modèle français, les mutuelles doivent répondre aux mêmes normes que les compagnies d'assurance, aux mêmes règles que les groupes marchands, alors qu'elles ne cherchent pas le profit. Le gouvernement doit prendre en compte le fait qu'il y a plusieurs acteurs pour le remboursement des frais de soins. Donc il y a la sécurité sociale, et puis de l'autre côté, il y a des complémentaires santé. Et ça ne peut pas être l'outil où, quand on ne sait plus comment rembourser, on se retourne vers les complémentaires. On est dans un moment un peu crucial, puisqu'on l'entend beaucoup, la question de la pérennité de notre modèle social français qui aujourd'hui est entouré, enveloppé de beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, on a une situation démographique où on va avoir, et c'est une situation inédite, énormément de personnes âgées, de centenaires dans notre pays, et une base de notre pyramide des âges qui s'affaisse. La démographie, la clé du problème. C'est elle qui met en péril l'avenir de tout notre système de protection sociale. Tout ça n'a rien d'idéologique ou politique. C'est un fait qui s'impose à nous, qui s'appelle le retournement démographique, et qui change en fait tout. Tout le monde sait, voit à quoi ressemble une pyramide des âges. Je vais vous montrer ça. Alors je ne suis pas très bon dessinateur, mais... Une pyramide des âges pyramidale, vous avez une base très large, beaucoup de jeunes, et une pointe assez fine avec très peu de personnes âgées, et au milieu vous avez les actifs. Donc quand vous avez une pyramide pyramidale avec beaucoup de jeunes qui financent très peu de personnes âgées, il n'y a pas trop de problème. La solidarité intergénérationnelle, elle est pratiquement indolore, et c'était le cas dans les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, la pyramide des âges, elle ressemble plus trop à une pyramide, d'ailleurs il faut qu'on arrête de l'appeler une pyramide, elle ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire que vous avez une base qui est en train de maigrir, de rétrécir, la dénatalité. Ça fait 15 ans que les naissances baissent en France. On a quand même perdu 22% de naissances sur les 15 dernières années. Et elle est en train de gonfler par le haut, puisque vous avez toute la génération des baby-boomers, donc cette génération qui est née entre 45 et 74, 24 millions de personnes, qui remonte la pyramide des âges et qui, en fait, se retrouve aujourd'hui à la retraite. On n'a jamais connu ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais aussi peu d'actifs pour financer autant de retraités. La pression sur les actifs, elle va croissante. Je dirais même qu'elle atteint un point d'asphyxie. Et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, cette pyramide qui n'est plus pyramidale, elle est en train de s'inverser tellement que quand on fait des projections démographiques, on s'aperçoit qu'elle ressemblera plutôt à ça. Donc vous voyez, énormément de retraités, avec de moins en moins d'actifs, et encore moins d'actifs à l'avenir pour les financer. On va avoir un vrai problème, il va falloir réfléchir à financer ça autrement. Le défi est immense, et il nous concerne tous. Le débat actuel, j'allais dire immédiat pour l'avenir de la sécurité sociale, c'est qu'est-ce qu'on accepte de faire en termes de recettes? Est-ce qu'on demande aux détenteurs de capital de payer plus? Est-ce qu'on demande aux travailleurs de payer plus avec des cotisations sociales? Est-ce qu'on demande aux consommateurs de payer plus en instaurant une TVA sociale? Ou est-ce qu'on demande à personne de payer plus et qu'on laisse la sécurité sociale sombrer dans les déficits et être menacée à terme? Il faut aujourd'hui une réflexion globale sur la sécurité sociale et plus largement sur la protection sociale.
Il faut qu'on ait un débat large, c'est pourquoi on en appelle à des états généraux de la santé et de la protection sociale, pour savoir comment collectivement on s'organise pour pouvoir faire face à ces besoins. Ce système de protection sociale, qui est notre joyau et notre totem, il faut que nous le transmettions à nos enfants. Et pour le transmettre et le rendre pérenne, il est temps aujourd'hui d'avoir cette réflexion nationale. On doit lui souhaiter l'éternité à la sécurité sociale, puisque c'est elle qui nous tient, c'est elle qui nous lie, c'est elle qui nous assure. Moi, je suis confiant. Si les Français sont prêts à dire ce qu'ils veulent garder, si les responsables politiques sont lucides et courageux, mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, ça vaut la peine de se battre pour la Sécu. La protection sociale doit être la première grande réforme de 2027. Alors, si nous voulons sauver la sécurité sociale, la balle est dans notre camp. À tous.